Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Après l'arrivée des puces des Macs sur les iPads, et si c'est l'inverse qui se produisait? D'après une rumeur qui prend de l'ampleur, un futur MacBook pourrait être équipé d'un processeur d'iPhone. Oui, la puce de l'iPhone 16 Pro pourrait venir faire battre le cœur d'un ordinateur. Faut-il s'attendre à un attrape-nigo ou à un coup de génie de la part d'Apple? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple envisagerait de se lancer dans un nouveau business, le HomePod 2 est menacé par des pannes et les AirTags vont mettre fin aux valises perdues dans les aéroports. Nous sommes le samedi 5 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. L'autopromo d'Apple a payé, le film F1 a fait un très bon démarrage au cinéma la semaine dernière. Il s'est placé en tête du box-office dans de nombreux pays, dont la France. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien et toi ? Ça va bien, ouais. Bon, il fait chaud, mais on fait aller quand même. Est-ce que tu es allé voir le film F1 alors ? Eh ben non, parce que moi j'étais comme Max Verstappen, j'ai allumé mon Apple TV et je regardais si bêtement le film était à l'affiche. Et bien non. Alors, oui, mais moi en plus je suis en Allemagne, alors je me suis dit que peut-être que ces histoires de sortie uniquement dans un premier temps au cinéma, c'était bon uniquement pour la France. Mais non. Donc non, mais par contre, c'est très intéressant de lire à la fois les critiques. Alors à la fois, on va dire, qui viennent du monde de la culture et aussi qui viennent du monde du sport. Ouais. Et il y a beaucoup, notamment, de pilotes de F1 qui se sont exprimés parce qu'ils avaient organisé en amont des projections, notamment à Monaco, quand il y a eu le Grand Prix, je crois, il y a un peu plus d'un mois maintenant. Les pilotes de Formule 1, ils ont été habitués, notamment avec la série Drive to Survive de Netflix, où, ce qu'ils voyaient, c'était pas toujours très conforme à la réalité, hein, on va dire. On était vraiment dans... Ils ont beaucoup d'imagination pour inventer des histoires ou pour vraiment faire monter la sauce, les producteurs de Netflix. Mais là, ils ont l'air tous de dire, enfin les pilotes, que et c'est ce que tout le monde dit de toute façon, c'est que la forme est très très réussie. Par contre, j'entendais Carlos Sainz qui disait, qui pensait d'ailleurs que le film allait allait bien marcher au cinéma. Il avait aucun doute à ce niveau-là. Par contre, il disait, pour les gens qui suivent de près la Formule 1, il y a quand même des trucs, ça va leur paraître bizarre quand on connaît vraiment comment fonctionne le sport et ce qu'on voit à l'écran. Il y a quand même un petit gap entre ce qu'on voit dans le film et la réalité. Alors ça, évidemment, c'est une fiction, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on l'a vu d'ailleurs avec la série Netflix, beaucoup de gens ont tendance à prendre pour argent comptant ce qu'ils voient. Enfin voilà, c'est juste ça. Ouais. Écoute, moi je suis allé le voir. C'est pas vrai. Vous avez fait une sortie Mac Génération ? Alors non, j'y suis allé en famille. J'ai traîné ma fille qui voulait pas trop y aller au départ. J'ai dit non, mais allez, il y a le popcorn à moitié prix. C'est ça, j'allais dire ça. Il fait trop chaud dehors, on va aller au ciné. Et écoute, elle a bien aimé le film. Pourtant, il dure 2h30, mais on voit quand même pas le temps passer parce que c'est vrai qu'il est bien rythmé, les courses sont impressionnantes. Ça, au niveau réalisation, il n'y a rien à dire. C'est très réussi, le film est très impressionnant. Après, moi j'ai trouvé l'histoire très basique, quoi. Ça fait un peu vieux film avec Brad Pitt, le vieux baroudeur, qui roule des mécaniques, vraiment, c'est le cas de le dire. Mais bon, c'est un bon divertissement. Je pense qu'on aime ou pas la F1, effectivement, c'est réussi à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que dans le film, on sait l'âge qu'il a ? Enfin, est-ce qu'il dit en tant que pilote, je veux dire. Non, je crois pas que son âge exact est donné. Après, c'est clairement dit que c'est un vieux, entre guillemets. Il y a un affrontement avec le jeune second, quoi. Mais son âge exact, je crois pas, est pas donné. Mais c'est ça qui est étonnant, moi, qui m'a toujours perturbé pour le scénario du film. Alors, je parle pas du tout en connaissance de cause, je l'ai pas vu. Mais ils ont été finalement imaginer une histoire. D'ailleurs, il y en a qui disent qui font un peu le lien avec le dessin animé de Pixar, c'était Cars 3, où il y avait également un ancien et un jeune. C'est vrai, j'ai pas pensé. Et alors que finalement, il y a des pilotes qui ont de sacrées histoires et ils l'ont fait notamment. Lewis Hamilton a beaucoup participé à la production de ce film. Et ce garçon a une histoire qui est assez extraordinaire et qui fera sans doute l'objet d'un très bon film. Alors peut-être du fait qu'il est encore pilote, c'est peut-être encore un peu tôt, mais bon.
Mais alors, je connais pas très bien l'histoire de Lewis Hamilton, mais c'est un peu le second, le jeune dans l'équipe, le Mmh. rookie, en fait, interprète Mmh. un peu le rôle de Lewis Hamilton, Mmh. d'après ce que j'ai compris. On va passer au gros sujet de la semaine chez Apple. C'est cette rumeur de futur MacBook équipé d'un système sur puce qui serait pas comme les autres. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple veut faire un nouvel ordinateur portable plus accessible, sachant que le MacBook Air démarre actuellement à 1 199 euros. Aux États-Unis, c'est 999 $. Mais bon, il faut dire que on trouve des générations précédentes à des tarifs encore moins chers chez leurs vendeurs. Il y a par exemple le MacBook Air M2 à 750 euros actuellement, c'est vraiment très intéressant. Pour en revenir à la rumeur, donc pour faire un MacBook plus accessible, Apple pourrait remplacer le type de puce habituelle par une puce d'iPhone. Cette machine n'aurait donc pas une puce de la gamme M, mais une puce de la gamme A. En l'occurrence, ça serait la puce A18 Pro, qui est employée actuellement par l'iPhone 16 Pro. Et la rumeur a été appuyée par MacRumors qui dit avoir trouvé une référence à un MacBook Pro A18 Pro, à un MacBook A18 Pro dans du code d'Apple. Alors Christophe, est-ce qu'un MacBook avec une puce d'iPhone, c'est un attrape-nigo ou bien c'est un coup de génie? En tout cas, cela montre l'avance d'Apple dans ce domaine pour pouvoir se permettre de faire une telle chose. Alors, l'idée d'un Macintosh qui serait vendu, enfin d'un Mac portable vendu à un prix extrêmement compétitif, bah, c'est une rumeur qui circule depuis, on va dire, quelques années déjà. Et là, avec ces nouvelles révélations, on a vraiment l'impression qu'elle est en train de prendre forme. Alors, comment Apple pourrait sortir un Mac qui, disons, serait vendu, on va dire, dans une fourchette comprise entre 600 et 800 euros? Bon, déjà, il faut, enfin, comme tu disais, on trouve souvent des Mac. Là, on a trouvé par exemple, des MacBook Air M2 de mémoire qui étaient à 750 euros. Hmm. Bon, s'ils sont vendus à ce prix-là, enfin, j'imagine que Apple gagne quand même encore un peu d'argent sur la vente de ses ordinateurs. Donc, elle arrive quand même à être compétitive. Mais donc, le nouvel élément dans cette équation, eh ben, c'est comme tu disais, c'est la puce A18 Pro. Bah, quelque part, j'ai envie de dire que c'est pas une première, tout d'abord, parce que on l'a peut-être oublié, mais le Mac Mini DTK qui avait été distribué quelques mois avant la commercialisation des premiers Mac Apple Silicon, bah, c'était une puce d'iPad. Et cette Hmm. machine, elle tournait déjà pas si mal, alors qu'on avait finalement aucun programme ou très peu en natif. Et puis, bah, enfin, c'était quand même il y a 4-5 ans, donc on peut se dire que l'A18 Pro surclasse de manière très importante c'est la puce d'iPad. Et puis de toute façon, on a fait tout simplement, on a regardé avec des outils tels que Geekbench ou d'autres ce que vaut l'A18 Pro par rapport aux puces M1, M2, M3, M4, et un A18 Pro n'a absolument rien à envier à une puce M1 par exemple. Donc il y a sans doute matière à faire un Mac qui, sur le plan des performances, est largement compétitif. Voilà, on est d'accord que la puce A18 Pro est sans doute moins chère à produire qu'une puce M4 par exemple. C'est déjà une puce moins puissante, et puis c'est aussi une puce qui, du fait qu'elle est dans l'iPhone, est produite à des dizaines de millions d'exemplaires, donc ça permet de réduire les coûts. Mais pour avoir, on va dire, un Mac portable vraiment à un tarif canon, c'est sans doute pas suffisant. Enfin, disons que la puce A18 Pro est malgré tout plus simple qu'une puce M4, donc il faut s'attendre à une connectique plus simple, à des technologies entrées-sorties. Voilà, il faut peut-être pas s'imaginer avoir la prise en charge du tout dernier USB ou Thunderbolt. Ouais. Donc à la fin, ça peut déboucher sur une machine plus simple à produire, plus minimaliste, et donc ce qui permettra à Apple non seulement d'être, on va dire, voilà, dans une fourchette, comme je disais tout à l'heure, entre 600 et 800 euros, tout en peut-être pas en préservant ses marges, mais en gagnant de l'argent dessus. Et pour Apple, on sait que voilà, c'est quand même le plus important. Elle ne veut jamais totalement sacrifier ses marges en termes de matériel. Il y a un ou deux enseignements que je vois dans ça, et je trouve peut-être pour moi le plus important, c'est un Mac vendu à un tel prix. Ça veut dire que Tim Cook accepte l'idée que le Mac et l'iPad puissent à nouveau se concurrencer. Il y avait Hmm. longtemps eu, à un moment donné, enfin une trêve d'hostilité entre ces deux machines. Là, on verra arriver le Mac, donc a priori l'année prochaine, d'après ce que disent les rumeurs, à un prix très compétitif. Il se murmure aussi qu'on devrait aussi, un de ces quatre, avoir un Mac avec une puce modem. Donc ouais, tout ça, c'est très intéressant.
Et puis, enfin, je pense que l'ADN de cette machine, c'est de permettre à Apple de signer, son, grand retour, dans le monde de l'éducation. L'iPad, alors sur certains points, ça a marché, mais l'iPad n'a jamais réussi à totalement, remplacer le Mac. Donc on peut imaginer qu'une telle machine puisse, intéresser, à la fois, les établissements scolaires et les étudiants. En tout cas, moi je trouve que c'est une excellente idée et j'espère vraiment qu'on verra une telle machine, voir le jour l'année prochaine. Bah, j'espère que ça sera l'occasion de faire un MacBook encore plus petit, comme le fameux MacBook 12 pouces qui était sorti en 2015 avec une puce Intel. Alors, il était vachement bien ce MacBook 12 pouces parce qu'il était ultra léger, il faisait moins de 1 kg. Il était vraiment très fin, mais bon, voilà, il y avait le problème de la puce Intel qui n'était pas vraiment au niveau. Et là, avec une puce d'iPhone, on peut se dire que c'est l'occasion de refaire une machine vraiment ultra portable, encore plus que le MacBook Air. Parce que voilà, on sait que si la 18 Pro tient dans un iPhone, il est capable de tenir dans un MacBook 12 pouces, quoi. Et cette machine peut potentiellement avoir une autonomie canon. Enfin, alors après, ça dépend de la batterie à l'intérieur. Et comme tu le disais, il y a longtemps eu dans la gamme des Mac. Alors, il y avait le MacBook Air qui était plutôt en 11 Il y avait le 11 pouces. pouces Tu aussi. avais ce MacBook avec 12 pouces. Et donc là, enfin, ces machines-là n'ont pas été remplacées. Et le fait d'avoir un plus petit écran, c'est aussi une manière d'avoir une machine un peu moins chère. Ouais. En parlant de processeurs, Apple envisagerait de tirer parti de ces excellentes puces pour se lancer dans un nouveau business. Alors on sait déjà qu'Apple utilise des puces maison pour faire tourner Apple Intelligence sur ses serveurs. Parce que pour rappel, quand vous faites appel à une fonction d'Apple Intelligence, celle-ci est exécutée sur votre appareil s'il est suffisamment puissant, mais si la requête est complexe, ce sont les serveurs d'Apple qui prennent le relais. Et donc ces serveurs, Apple envisagerait de les louer à des développeurs. D'après The Information, les développeurs pourraient donc eux-mêmes profiter de la puissance de calcul d'Apple dans le cloud. Donc en sachant que les puces là sont très efficaces pour les tâches d'IA. En résumé, Apple pourrait concurrencer, dans une certaine mesure, AWS ou Google Cloud. Est-ce que tu crois que ça pourrait marcher, ça ? Alors je vais répondre tout d'abord complètement à côté, mais effectivement, il y a un truc, maintenant que tu me le dis, qui me frustre énormément dans Apple Intelligence, c'est lorsque tu sélectionnes du texte et tu demandes de réécrire, la façon dont il fait ça, je trouve ça incroyablement long. Il y a une sorte d'effet qui te montre qu'il est en train de réfléchir. Ouais. Alors que quand tu demandes à ChatGPT, il réécrit enfin, tu le vois faire ça en temps réel quasiment. Et il y a un côté, t'as l'impression que c'est plus rapide. Voilà, enfin, j'ai une petite frustration de la semaine. Je m'en suis aperçu, je me suis dit, c'est vraiment pénible ce truc-là. Mais pour en revenir à ta question, je trouve que c'est un projet extrêmement ambitieux qui a du sens pour Apple. Sur le papier, je préfère beaucoup plus cette idée que les différents projets qu'a Apple pour dynamiser son activité de service. Je pense notamment, enfin, il se murmure que Apple cherche à mettre davantage de publicité. Alors, on a tout entendu dans Maps, Podcast, tout ça. Enfin, et il y a toujours et Apple a quand même accru la pression publicitaire sur l'App Store. Donc oui, moi je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante. Alors, il y a une phrase d'ailleurs qu'on a reprise dans l'article et qui est citée par The Information qui dit, alors je cite, Apple fait du calcul d'intelligence artificielle dans ses SoC depuis plus longtemps que n'importe qui. Quand Nvidia ne pensait encore qu'aux jeux vidéo, Apple était déjà en train de faire des calculs d'intelligence artificielle. Cette phrase est très vraie et elle montre malgré tout, même si on l'ignore parfois, qu'Apple a un vrai savoir-faire. Elle a également un vrai savoir-faire en matière de puces. Non seulement ces puces sont, par rapport à la concurrence, relativement économes, peu chères à produire, donc sur le papier, elle peut éventuellement être compétitive. Ouais, mais la difficulté, c'est que... Alors, elle a un savoir-faire en matière de puces, mais par contre, c'est au niveau des services aux entreprises, c'est même pas du tout son cœur de métier, quoi. C'est quand même un domaine où elle a relativement progressé, mais je suis d'accord avec toi, ça sera pas simple, Mais bon, c'est ce qu'on se disait, c'est que, enfin, c'est ce que disait le papier, c'est que
Par exemple, le Vision Pro, on va dire, sauve la face grâce à ses ventes dans le marché de l'entreprise. C'est ça qui permet de maintenir un tant soit peu le projet à flot. Après, c'est un marché qui est c'est un marché énorme en plein boom. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça me fait penser un petit peu au début d'AWS, cette histoire. Amazon a créé cette AWS. Donc, quand ils sont aperçus, enfin, c'est parti d'une idée toute bête, c'est que Amazon avait effectivement une quantité de serveurs pour pouvoir répondre à la demande lors de fortes périodes comme le Black Friday. Mais le reste du temps, ces serveurs servaient à rien. Et donc l'idée est partie de là, de se dire, on a tous ces serveurs qui servent à rien la plupart du temps, autant commercialiser cette puissance de calcul aux développeurs qui sauront faire quelque chose. Et là c'est pareil, si Apple se dote de toute une infrastructure en matière d'intelligence artificielle, évidemment, c'est lorsque on entraîne ces modèles que la demande est la plus forte. Mais le reste du temps, Apple en a beaucoup. Enfin, les serveurs d'Apple en ont beaucoup sous la pédale en théorie. Donc oui, c'est pas complètement farfelu comme thèse. Après, effectivement, le plus difficile est sans doute de proposer les bons outils aux développeurs et d'être, persuasif. Enfin voilà, parce qu'on peut aussi revenir au début d'Amazon où Apple avait avec WebObject une super technologie qu'elle n'a jamais trop su vendre aux entreprises. Mais l'Apple de 2025 est quand même relativement différent de l'Apple des années 2000. Voilà, s'il y a un coup à jouer, faut peut-être essayer quand même. Après, c'est pas très clair si le projet sera mené à bien ou pas, parce que le principal responsable du projet est parti, donc voilà. Oui, c'est ça. Malgré tout, c'est vrai que c'est ce que laissait entendre le papier de The Information, disant c'est pas mort, mais c'est quand même mal barré depuis qu'il est parti. Mais voilà, mais je veux dire, potentiellement, en se lançant dans un tel projet, ne serait-ce que sur le front de la régulation, Apple aurait sans doute beaucoup moins de problèmes que si elle se décide, par exemple, à y aller plein pot avec la publicité, par exemple. Évidemment. Sans transition, on va parler du HomePod. Vous vous souvenez peut-être que le HomePod de première génération pouvait avoir de graves problèmes de fiabilité. Même si Apple ne l'a jamais confirmé, il est possible que ce soit une des raisons pour lesquelles elle a entièrement revu la conception de son enceinte. Et bien, manque de bol, le HomePod 2 est lui aussi touché par des défaillances. Alors au mieux, la sensibilité du pavé tactile est détraquée, si bien qu'il devient difficile de contrôler la lecture, et au pire, Siri et la musique se déclenchent n'importe quand. Donovan Weber, un technicien spécialisé dans la réparation des HomePod avec son site fixpod.fr, nous a donné des détails. Selon lui, ce sont en particulier les HomePod 2 fabriqués entre mi-2022 et mi-2023 qui sont concernés. Alors il est impossible de réparer le pavé tactile, mais un réparateur chinois a lancé la production, heureusement, d'un pavé de remplacement. Il est maudit ce produit, non ? Non, il faut croire effectivement que ce produit est maudit. J'ai acheté 2 HomePod de première génération. Un m'a effectivement lâché au bout de 2 ans. Heureusement, il a été réparé par Fixpod et depuis, il va très bien. Mais donc oui, j'en suis en plus... je suis content qu'il continue à fonctionner, mais je sais plus trop quoi penser de ce produit qui finalement est assez frustrant. Déjà, par exemple, je trouve ça nul qu'on ne puisse pas, qu'il n'y ait pas de compatibilité entre les HomePod de première et deuxième génération. Ça, c'est un petit peu nul lorsque tu veux créer un système à plusieurs HomePod. Puis je pense qu'il souffre effectivement beaucoup de Siri. Même demander un morceau, finalement, ça reste compliqué en 2025. Et puis, on est à peu près sûr que lorsqu'Apple aura, on va dire, si elle va finir par y arriver quand même, à mettre Siri au niveau, et ce nouveau Siri nécessitera un matériel à jour. Donc il y a quelque chose finalement de très très frustrant dans tout cela. Le HomePod mini est sans doute très certainement un bien meilleur produit. Alors il a aussi des problèmes de fiabilité. Bon, pas sur tous les exemplaires évidemment, mais je sais que dans l'équipe, Pierre, lui, a eu le pavé tactile aussi qui
qui marchait pas bien du tout. Le HomePod mini s'allumait des fois tout seul ou il faisait n'importe quoi tout seul. Donc c'est vraiment pas rassurant. Ouais, c'est moins. Moi, j'en ai 3-4 à la maison, Ouais. jamais eu de soucis. Ok. Bon, par contre, un HomePod mini qui tombe en panne, qui marche à moitié, bon, c'est embêtant, mais c'est un produit qui, au final, ne coûte que, si on l'a en promotion, 89 ou 99 €. Ça va, je veux dire, c'est embêtant, mais voilà, le HomePod, s'il n'y avait pas FixPod qui existait, moi j'avais payé 350 €. Là, c'est quand même, c'est autrement plus embêtant. Mais oui, mais voilà, au final, HomePod ou HomePod mini, et je veux dire, il y a un goût d'inachevé dans ces produits. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'arrive pas à... voilà, c'est sans Siri doute est lié à sûrement pour Siri, beaucoup, mais... ouais. Ouais. Si Et Siri c'est était, très dommage, ouais. ouais. Si Siri était plus intelligent, ça serait sans doute pas mal mieux. Ouais. Le dernier sujet de la semaine qu'on va évoquer sans les vacances. Si votre valise se perd dans les tonnes de bagages qui transitent chaque jour dans les aéroports, vous allez avoir une chance supplémentaire de la retrouver cet été. Depuis iOS 18.2, on peut partager temporairement la localisation de son AirTag avec sa compagnie aérienne afin que celle-ci retrouve plus facilement le bagage perdu. Mais pour ça, il faut que la compagnie gère cette nouveauté. Alors, il y en a une vingtaine actuellement. Il y a Lufthansa, British Airways, Iberia. Et selon nos informations, Air France prépare la prise en charge des AirTags. Alors, ça sera sans doute pas pour cet été chez Air France, mais si vous prenez l'avion avec une autre compagnie, ça vaut le coup d'y penser. Est-ce que tu as déjà retrouvé un objet perdu grâce à un AirTag ? Ma voiture, quand je sais plus où je l'ai garée, ou quand quelqu'un d'autre que moi l'a garée, mais à part ça... C'est vrai. Non, mais ceci dit, je trouve que c'est vraiment une technologie vraiment formidable. C'est l'un des trucs, on en parle finalement assez peu, mais c'est comme les AirPods, ça fait partie des trucs qu'Apple a sortis, on va dire, ces 10 dernières années, et qui, c'est pas forcément des révolutions, mais ça change vraiment la vie. Moi, il y a 2 exemples qui montrent à quel point c'est une technologie qui est formidable. Moi, je me souviens, c'est quand on a joué avec les AirTags à Mac Génération. Alors, je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait fait exactement. Il y a quelqu'un qui était parti et qui avait caché un AirTag Ouais, à c'était 10 ou 15 minutes du bureau. C'est peut-être Laurent qui avait fait ça. c'est ça, pour tester la localisation. On avait demandé à Laurent d'aller planquer un AirTag à l'extérieur dans le quartier. Ouais. Et quelqu'un était parti après avec son iPhone et il l'avait retrouvé en 5 minutes, quoi. Ça a été d'une facilité assez déconcertante. Moi, j'avais fait un autre test. On voulait en faire un papier, mais je crois qu'on l'a jamais publié, et pourtant ça aurait été intéressant. C'est que j'avais glissé dans une lettre un AirTag que j'avais envoyé à Jean-Baptiste d'Aventure Apple. Ouais. Et c'est étonnant, c'est autrement mieux que le suivi de la poste, qui est très bien, mais vraiment, on voyait quasiment en temps réel où il était. Ça avait pris 4 ou 5 jours. On se dit, ah tiens, là, il est dans un entrepôt. Ah tiens, là, il est sur une nationale. Ah là, il est sans doute dans un train. C'était assez étonnant. Donc voilà, mais vraiment, c'est une super technologie. En plus, au début, c'était présenté de manière... c'était pas très clair ce qu'Apple voulait faire, parce qu'on parlait d'un réseau d'objets connectés sans qu'on en sache beaucoup plus. Et incontestablement, c'est une réussite, et je suis même assez curieux de savoir ce qu'Apple prépare avec la deuxième génération d'AirTags qui semble se rapprocher, en tout cas. Effectivement, ça devrait sortir d'ici la fin de l'année, peut-être avec une portée a priori plus étendue, et puis on va voir s'il y a d'autres nouveautés pour ce petit produit bien pratique. Ouais. Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, ça fait vraiment plaisir. À la semaine prochaine, salut!